Bonjour, aujourd'hui rencontre avec Gisèle Halimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine tunisienne, avocate, écrivaine, une grande militante. Vous avez défendu les nationalistes algériens, vous avez été ambassadrice et députée et vous êtes l'une des fondatrices de l'association altermondialiste ATTAC. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages dont La Kaïna sorti en 2006. Alors La Kaïna, de son vrai nom Dihia ou Dahia, est le symbole de la résistance amazigh face aux musulmans. Mais qui est vraiment cette femme et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à elle? Écoutez, c'est un peu... La Kaïna, elle fait partie au fond du socle de mon enfance. Parce que j'en ai toujours entendu parler. Mon grand-père paternel me parlait d'elle comme lui, il prétendait que par mon père, je descendais d'elle directement. Alors, j'ai descendu de la reine. Il me la décrivait comme une femme d'une beauté absolument extraordinaire. Il me décrivait cette femme en tunique rouge, chevauchant à la tête de ses tribus, avec de longs cheveux couleur de miel. Il disait l'achel, la couleur de miel, lui coulant jusque dans le milieu des reins. Une femme qui me faisait rêver, elle me faisait d'autant plus rêver qu'on me la décrivait, c'était un des griefs de ma mère contre mon père dans les scènes de ménage. Mais d'où tu sors, la Kaïna? C'est une femme, une nomade. Il vivait sous la tente, il n'avait même pas de maison. Et alors ce côté-là, moi, enfant, quand j'étais enfant, me faisait rêver. Et je me suis dit que c'est une recherche que je ferais et un livre que j'écrirais, que je porte depuis, je dis l'enfance. J'ai même retrouvé des notes que l'on m'avait faites il y a plus de 20 ans sur la Kaïna, parce que je voulais déjà l'écrire. Mais il a fallu le temps. Le temps, c'est 2 ans quand même de documentation, car ce que je veux dire dans ce livre, l'infrastructure, elle est rigoureusement historique. C'est incontestablement une leader politique, une guerrière hors norme, quelqu'un qui a tenu en échec les troupes importantes de Hassan el-Ghazanid dans la 6e expédition et qui a eu pour moi, enfin à mes yeux, elle était vraiment la femme, la féministe, il faut dire le mot, d'avant-garde, c'est-à-dire elle avait cette beauté et cette liberté physique. Alors justement, est-ce qu'on peut parler d'elle? Vous l'avez dit, c'est une femme avant-gardiste. Est-ce qu'on peut parler de féminisme au 7e siècle? Objectivement, on ne peut pas en parler puisque ça n'existait pas. Mais ce qui compte, et ce que je veux dire, c'est que objectivement, elle a été celle qui a montré aux femmes d'aujourd'hui, et en particulier aux femmes d'Afrique du Nord, les chemins de leur liberté. Parce que je disais, elle était épanouie physiquement, sexuellement, c'était une femme d'une liberté absolue. Elle avait plus de 40 ans, elle avait choisi un prisonnier arabe, Khaled, le seul d'ailleurs prisonnier qu'elle faisait, car elle ne faisait pas de prisonniers, et elle en avait fait son amant. Ils avaient vécu une passion réciproque extraordinaire. Lui était à la fois attaché à elle par sa passion, mais il la trahissait puisqu'il voulait servir Hassan el-Ghazanid, avec qui il était. Elle le savait, elle était passionnée, mais ce que j'admire en elle, par exemple, c'est comme leader politique, et ça c'est peu courant pour les femmes, elle était, comment dire, étanche à toute influence du cœur ou du corps. Elle pouvait avoir cette passion avec Khaled, son prisonnier arabe, ça ne l'empêchait pas après de présider un conseil des ministres et de prendre les décisions en toute, en toute indépendance. Elle a fait une femme stratège militaire, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Hein. On dit tellement que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Là, elle fait la preuve contraire. Donc elle fait une guerre et elle l'emporte à l'Oued Nini, où selon sa propre stratégie, elle met en déroute les troupes arabes et elle les poursuit jusqu'en Libye, jusqu'à les Ksars de Hassan. Et elle le fait pourquoi? Ça aussi, les femmes ont dit, vrai ou faux, je souhaiterais que ce soit vrai, les femmes n'aiment pas la guerre, n'aiment pas... Et pourtant, c'est une guerrière. Mais justement, excusez-moi, qui lui a donné ce pouvoir? Alors, pour comprendre pourquoi elle faisait la guerre, c'est qu'il faut savoir qu'elle faisait la guerre, une guerre de résistance.
c'était une guerre contre l'occupation arabe. Elle ne faisait pas une guerre d'hégémonie. Elle ne voulait pas occuper d'autres terres. Elle voulait qu'on lui laisse, comme elle dit, ces montagnes d'Orès, l'on vend des Orès, ces cèdres millénaires. Donc elle faisait une guerre contre l'occupation. Ce qui reste aujourd'hui, s'appellerait aujourd'hui, par exemple au Moyen-Orient, ce serait la guerre de résistance des Palestiniens. Donc c'est ça qui est important. Et son pouvoir, pour répondre à votre question, elle le tenait absolument démocratiquement d'un conseil confédéral de toutes les tribus. Elle a été la seule chef berbère à pouvoir unifier toutes ces tribus nomades qui se guerroyaient, qui se disputaient, qui se volaient les unes les autres. Et puis elle a unifié les tribus berbères nomades aux tribus sédentaires, descendantes de Koseïla, la branche des Brahms, elle étant la branche des Bautres, et dans une légitimité, je peux dire, absolue, pour l'époque c'est quand même admirable, au 7e siècle, cette femme dont la naissance, et c'est ça qui me faisait un petit peu me rapprocher d'elle, quelquefois même m'identifier, la naissance a été quelque chose de vécu comme une malédiction, comme une catastrophe. Vous pensez, le roi Tabet, son père, n'a pas de descendants. Il disait à sa femme, en me donnant une fille, tu m'as frappé d'impuissance. Et pourtant, elle est élue comme reine, elle règne démocratiquement et elle l'emporte. Alors l'identification, elle vient que moi, née en Tunisie, à mon époque, eh bien, quand je suis née, ça a été vécu comme une catastrophe. Mon père, pendant 3 semaines, a dissimulé ma naissance. Quand on lui demandait « Est-ce que ta femme, Fritna, est-ce qu'elle a accouché ?» Il disait « Non, pas encore. » Il ne se faisait pas la malédiction d'avoir une fille. Alors, le doute entoure tout de même cette femme, même son nom n'est pas bien établi. Elle s'appellerait Dahia ou Dia, Dia, la belle. Ça veut dire la belle. ou Damien aussi. Mais Oui. alors, il y a aussi plusieurs interprétations à son sujet concernant sa religion, son âge. Alors, pourquoi autant de mystères autour de cette femme, mythe ou réalité? Ça, c'est incontestablement une réalité. Je veux dire, tous les historiens, Noéri, Ibn Khaldoun, El-Hakam, déjà au IXe siècle, tous les historiens, Mohamed Talbi, presque notre contemporain, ça ne nie pas, c'est une réalité politique et historique, l'existence de la Kaïna. Mais comme c'était une femme, et comme elle avait tous ces attraits, toutes ces, comment dirais-je, tous ces dons extraordinaires, et puis elle était devineresse, la Kahina, ça veut dire aussi bien en hébreu qu'en arabe, hein, ça a les deux sens, la devineresse ou la prêtresse, on en a fait un mythe, parce qu'un mythe c'est plus facile de l'enterrer. Ça rentre pas dans l'histoire. Et en fait, c'est une réalité historique. Mais autour d'elle, il y a eu énormément de légendes, compte tenu du fait, je vous dis, qu'elle était comme quelque chose d'un peu irréel dans cette Afrique du Nord, qui s'appelait à l'époque l'Ifriqiya, la Byzacène, donc qui prenait une partie de la Tunisie, l'Algérie, et il y avait même des tribus qui venaient du Maroc. Donc c'est un problème de mentalité. De Taroudante, par exemple. C'est le problème qui Encore est maintenant. classique même aujourd'hui, qui est que la femme n'a pas entré en politique et en histoire. Quand elle y entre, c'est toujours par effraction. Gisèle Halimi, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.